Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voyage en mobilité, une émission enregistrée au Mondial de la mobilité à Paris, au cœur du Mondial de l'auto. 30 minutes de discussion autour du transport du futur et de nos mouvements sur les routes, ceux d'aujourd'hui mais aussi ceux de demain. Et si bientôt, peut-être, tous nos transports en commun étaient gratuits, vous, auditeurs, voyageurs de tous les jours, vous en avez rêvé forcément, vous y avez déjà pensé à un monde sans Navigo, à un bus sans ticket, à un tram où vous entrez et sortez libre et sans porte-monnaie. Oui, mais le gratuit l'est-il vraiment ? C'est arrivé déjà, ça marche ou pas ? On en parle tout de suite. Avec moi aujourd'hui pour en discuter, Jean-Pierre Orfeuille, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ingénieur, professeur émérite d'aménagement à l'Institut d'urbanisme de Paris, spécialiste des mobilités urbaines. Aux côtés de Jean-Pierre Orfeuille et moi, Bruno Gazo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président de la FNAUT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bienvenue messieurs pour ce voyage. Eh bien on peut y aller, je crois. Alors, faut-il rendre les transports publics gratuits ? La question est là. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a avancé l'idée en mars dernier. Le 12 octobre 2018, date à laquelle nous enregistrons cette émission, était organisé un débat à la mairie de Paris pour discuter de cette possible gratuité et de sa possible mise en place. Étaient conviés des citoyens, des entrepreneurs, des chercheurs et des dirigeants associatifs ou institutionnels. Je crois que vous y étiez, Bruno Gazo, à cette réunion. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Écoutez, ce qui m'a le plus surpris, c'est que on avait déjà eu le compte-rendu, enfin le rapport d'études que Madame Pécresse avait commandé à une équipe de chercheurs, d'élus, d'usagers d'ailleurs aussi, et d'exploitants. Et on a maintenant un rapport également d'universitaires et de quelques autres personnalités pour Madame Hidalgo. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est que les deux rapports vont exactement dans le même sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de la gratuité qu'elle remplisse les transports en commun. L'effet sur ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire le passage de la voiture au transport en commun, est assez faible. Et par contre, la saturation en Île-de-France, on parle là de l'Île-de-France, risque d'être très importante, puisqu'elle est déjà très importante, donc elle sera encore plus importante. Et donc du coup ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu de tension, les discussions étaient portées sur... Alors c'est un rapport provisoire qui nous a été présenté, il sera rendu dans 2 ou dans 3 mois, mais je pense que là tous les avis convergent pour dire qu'il ne faut pas poser le problème comme ça. Il faut regarder à qui ça va profiter, comment on peut permettre aux moins favorisés de se déplacer, c'est important. Il faut remettre ça en perspective parce que le digital et les évolutions technologiques et les modes de billettique font considérablement évoluer les choses, et dans 3 ou 4 ans les choses se présenteront différemment. Et il faut penser au système global de mobilité, c'est-à-dire ne pas opposer les transports publics, la voiture, les nouvelles mobilités, le vélo, le covoiturage ou l'autopartage. Alors moi j'ai lu que lors de cette réunion, Jean-Louis Missica, membre du Conseil de Paris et adjoint à la maire de Paris chargé de l'urbanisme, a déclaré que les transports à Paris sont déjà gratuits, en fait, à 73%. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois qu'il y a 1 million de personnes qui ont ou la gratuité ou des tarifs très réduits en Île-de-France. Donc c'est pratiquement 10% de la population déjà. Alors après, c'est plus ou moins selon les situations et en général, France entière, il y a déjà de la gratuité pour beaucoup de catégories et il y a en plus des tarifs réduits dans beaucoup de cas et pour beaucoup de catégories de population. Donc la question, c'est beaucoup plus j'ajoute que, si vous voulez, les conditions de coût pour les gens qui travaillent, c'est-à-dire qu'on a des cartes d'abonnement domicile-travail qui sont en partie prises en charge d'ailleurs par l'employeur. Ces conditions-là sont assez bien couvertes. Par contre, ce qu'on observe, c'est que la croissance de la mobilité se fait hors des déplacements domicile-travail. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut de la gratuité pour ces nouveaux déplacements qui correspondent bien davantage à des déplacements de loisirs ou à des déplacements de retraités ou à des déplacements autres que travail-études. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut se poser la question de l'organisation de tarification solidaire qui permettent quand même une mobilité, de répondre à un besoin de mobilité qui est réel, mais qui ne peut pas être vraisemblablement gratuit pour tout le monde, qui peut l'être que pour ceux qui en ont vraiment besoin. En tout cas, c'est la position de la FNAUT.
Alors vous, Jean-Pierre Orfeuille, quelle est votre position vis-à-vis de cette possible gratuité des transports, des transports publics? Alors peut-être revenir une seconde sur ce qu'a dit Jean-Louis Missica, auquel j'adhère complètement. Bon, les transports en Île-de-France, grosso modo, il faut trouver 13 milliards par an pour les faire fonctionner. Et aujourd'hui, venant de la poche des usagers directs, on trouve à peu près 2,8 milliards d'euros. Hein. Donc ça veut dire que déjà aujourd'hui, on ne paye que autour de 22, 23, 24% du coût global des transports. C'est-à-dire, si je fais une comparaison avec le système de santé, le ticket modérateur transport est déjà inférieur à celui de la sécurité sociale. Hein. Donc, posons-nous la question de est-ce que ça a la même utilité sociale ou pas. Et alors, après, bon, effectivement, peut-être un point complémentaire qui est que on a depuis 2015-2016 instauré le tarif unique du Pass Navigo en Île-de-France, ce qui veut dire très concrètement aujourd'hui que lorsque vous vous intéressez à un actif qui vient, je dirais, de Fontainebleau, de Nemours, à Paris tous les jours, en gros, ce que la collectivité lui apporte en aide pour tout ce qui ne paye pas, c'est de l'ordre de 6 000 euros par an. C'est quand même beaucoup. Et tout ça vient compenser du fait que, à Paris, c'est devenu quand même très cher de se loger, en partie. Hein. Et donc, moi, j'aurais un peu tendance à dire aux élus parisiens, à ceux, en tout cas, qui imaginent la gratuité des transports, qui pourraient peut-être s'occuper un petit peu mieux du logement. Et on aurait là des solutions plus efficaces et plus économiques. Parce que par ailleurs, ceux qui font beaucoup de transports en commun, surtout aux heures de pointe, n'en sont pas nécessairement très très satisfaits. Et vous, Jean-Pierre Orfeuille, vous avez écrit, je suis tombée sur un texte que vous avez écrit sur Internet où vous estimez donc que nous sommes inégaux face à la mobilité. Donc, est-ce que finalement, d'un point de vue très peut-être simpliste, mais est-ce que finalement la gratuité des transports, ça ne permettrait pas de nous rendre tous égaux face à la mobilité, même si évidemment on sait que les transports en commun ne peuvent pas être complets et nous transporter sur tout le long de notre trajet, mais est-ce que c'est pas un moyen de nous rendre égaux face à la mobilité? Alors je crois que là, il faut vraiment sortir d'une conception un peu simpliste, on va dire, de l'égalité. L'égalité, ce n'est pas que Bernard Arnault et monsieur qui fait le ménage aient le même tarif. S'il y a besoin d'aider des gens à se déplacer, c'est effectivement des gens qui ont très peu de moyens. Enfin bon, gardons à l'esprit qu'aujourd'hui, un actif paye son pass Navigo un peu moins de 40 euros par mois, une fois que l'employeur lui a remboursé la moitié. Ce qui veut dire, en gros, une tasse de café au bar par jour. Pas assis, Pas assis. Bon, est-ce qu'il faut faire tout un plat de ça? Peut-être si on veut se faire réélire, mais peut-être pas si on s'intéresse aux gens. Mais si on doit récapituler un peu les raisons avancées qui vont vers le pour, la gratuité, on pourrait donc aussi parler de réduire la pollution, puisque forcément une gratuité dans les transports en commun, ça fait donc plus de personnes dans ces transports en commun. Ça s'est prouvé dans toutes les études qui ont été faites sur les villes de France, la trentaine de villes en France qui ont instauré la gratuité. Il y a eu forcément une augmentation de la fréquentation, donc ça veut dire peut-être moins de voitures. Et puis on a donc cette égalité, même si vous me dites que c'est simpliste, mais il y a finalement plus de personnes qui auront accès quand même malgré tout à ces transports en commun. Toutes ces raisons-là, est-ce que ça vous parle quand même? Là où
là où on se trompe, là où les gens se trompent, c'est vrai qu'il y a plus de fréquentation quand vous mettez en place la gratuité. Elle vient de deux choses d'ailleurs, c'est qu'en général les réseaux qui ont fait la gratuité ne sont pas forcément les réseaux qui avaient le plus investi sur la qualité de l'offre. Mais néanmoins, la gratuité fait que les gens prennent les transports en commun. Mais c'est pas pour ça qu'il y a moins de voitures. C'est pas pour ça qu'il y a moins de voitures. Parce que pour que les gens passent de la voiture au transport en commun, il faut vraiment qu'il y ait une qualité de l'offre très importante parce qu'ils vont perdre en temps et ils ne vont pas abandonner leur voiture pour autant. Donc ils payent deux fois. Donc l'automobiliste, il ne change pas de mode de transport comme ça. Il changera de mode de transport s'il a en face de lui un réseau performant, c'est-à-dire avec des fréquences, avec de la fiabilité, avec de la ponctualité, avec un minimum de confort. Quand il y a de la canicule, il faut un minimum de confort quand même. Et s'il a confiance en son réseau, et si ça lui sert à quelque chose, il ne va pas abandonner sa voiture facilement. Voilà. Alors pour les autres qui prennent le transport, je le disais, il y a un accroissement de la mobilité. Ce qu'il faudrait quand même... Il faudrait quand même un peu de retour d'expérience sur les réseaux qui ont fait la gratuité parce que nous on a voulu faire une étude sur les réseaux qui ont pratiqué la gratuité. Ça suppose que ce soit des tiers indépendants qui comptent les voyageurs parce que quand c'est gratuit on ne compte plus les voyageurs évidemment. Donc il faut pas que ce soit du déclaratif, il faut aller vérifier sur place qu'il y a effectivement plus de voyageurs. Mais je fais le pari qu'il y aura quand même plus de voyageurs. Mais voilà, ça, pour la pollution... Moi j'ai lu une étude sur un retour d'expérience à Châteauroux où les bus sont en accès libre. Je pourrais vous donner depuis 2001. Si vous prenez des petits réseaux comme ça, la plupart d'entre eux, si je prends un réseau, je ne vais pas le citer, dans le sud de la France, ils faisaient 40 voyages par habitant, ils sont montés à 70, et la moyenne des villes de leur taille, c'est 90 voyages par habitant. Et en Suisse, on est à 250 voyages par habitant, avec des bons réseaux de transport en commun. Donc voilà, il faut se méfier quand même de ces croissances, ces effets de croissance. Il faut savoir d'où on part. Ça peut paraître aussi logique finalement que même pour des tout petits trajets, finalement, ça puisse convaincre. Vous voyez, à Châteauroux, ils parlent quand même d'une fréquentation qui a triplé entre 2001 et 2017, qui a atteint 5 millions de voyageurs par an. Moi, ça ne m'étonne pas trop non plus. N'oubliez pas non plus que la mobilité dans les réseaux de transport en commun croît de 3% par an. Donc, au bout de 10 ans, les 30% déjà. La mobilité se développe. Il y a des besoins de mobilité partout. Donc, Et si je peux me permettre en complément, mais dans un réseau comme celui de Châteauroux, mais de beaucoup de villes petites ou moyennes, l'essentiel de la clientèle, c'est des gens d'âge scolaire. C'est une partie de la population âgée qui n'avait pas passé le permis pour des raisons X ou Y. Donc tout ça n'enlève pas de voyage d'automobile. Alors que des scolaires et une mobilité accrue, je trouve ça plutôt bien. Donc ça a un effet positif. Mais je crois qu'à Paris, ce qu'on attend d'abord de cette mesure-là, c'est moins de voitures. Et là, c'est quand même une grosse illusion. On aura peut-être moins de vélos. L'un ne va pas sans l'autre, finalement. Est-ce que la gratuité, si un jour elle voit le jour à Paris, que ce soit la gratuité totale ou même la gratuité partielle, puisque c'est aussi à l'étude, c'est déjà un petit peu le cas, on en parlait, mais partielle qui atteint donc plus de catégories de population, est-ce que ça doit forcément s'accompagner en même temps d'une politique vis-à-vis des voitures qui réglemente plus la circulation, qui peut aussi libérer un peu le trafic ? Si on parle de politique de mobilité aujourd'hui, et non plus de transport public, c'est parce que justement on lie la gestion du transport public, la gestion du stationnement, la gestion des circulations, la gestion de la voirie, c'est-à-dire le partage de la voirie. Aujourd'hui à Paris on le voit bien, il y a des problèmes de conflictualité très forts sur le partage de la voirie, entre les couloirs pour bus, les couloirs pour vélo, les contresens, les doubles sens, et puis un peu d'espace pour les livraisons. Donc il y a un partage de la voirie qui est difficile. Donc tout ça doit relever d'une politique de mobilité. Effectivement, il faut optimiser le système, mais l'optimisation du système dans les systèmes très urbains, ça passe par une réduction de la place de la voiture, ça c'est évident. Donc après, comment on l'obtient et comment on permet ou on rend acceptable pour les gens de se passer de voiture et de passer à d'autres modes. Alors, je citais tout à l'heure les qualités du réseau. L'expérience montre que les gens prennent les transports en commun, et on l'a vu à Grenoble, à Toulouse, à Montpellier, dans toutes ces villes. Chaque fois que vous avez un réseau
de qualité, un réseau maillé, c'est-à-dire avec des correspondances, qui dessert là, au moins la première couronne, peut-être pas toujours bien la deuxième couronne, mais au moins la première couronne, avec des fréquences, sans doute des transports lourds le plus souvent, enfin des métros ou des tramways, ou des lignes BHNS rapides avec des fréquences de 5 à 7 minutes. Et là, on se rend compte que les gens, ils prennent parce qu'il y a des problèmes pour se garer. Ça coûte cher de se garer maintenant, depuis que le stationnement est vraiment payant. Puisqu'avant, il était payant, mais enfin 80% des gens fraudaient le stationnement. Mais parce que une journée de stationnement, c'était moins cher que de payer... Et oui, mais une journée de stationnement était plus chère, au contraire, qu'une amende. On croit que la voirie est gratuite. Non, la voirie, elle a un coût. Voilà, donc si on prend en compte le coût de la voirie, effectivement, il faut payer son stationnement. Alors, on dit souvent on va mettre des péages urbains, mais le péage urbain, il peut être de flux ou de stock, c'est-à-dire on peut mettre des barrières et on fait payer si on traverse la barrière, puis on peut faire payer quand on occupe l'espace. Bon. C'est une conjugaison des deux. Donc tout ça se conjugue dans une politique de mobilité. Voilà. Mais alors on a brièvement abordé le cas de Châteauroux, donc qui a rendu son réseau de bus en accès libre depuis 2001. On a aussi Dunkerque, plus récemment, en tout cas, dernier exemple en date, qui a rendu ses transports en commun gratuits depuis le 1er septembre 2018. Dunkerque qui fait partie de la trentaine de villes en France qui ont choisi la gratuité. On peut citer aussi Niort, Aubagne ou encore Vitré, la toute première. C'est Compiègne, dont les bus sont gratuits depuis 1975, quand même, c'est assez tôt. Mais alors, est-ce que c'est pas finalement quand même une opportunité un peu dans des villes, dans des petites villes ou dans des villes de province comme celle-ci, d'avoir la gratuité ? Dans les petites villes, on circule encore facilement, on se gare encore facilement. Et la population des transports en commun a déjà la gratuité. Troisième âge a la gratuité, les scolaires ont la gratuité. Donc ceux qui prennent les transports en commun ne sont pas très nombreux. Et ce que disent les élus de ces petites villes, c'est que finalement ça ne coûte pas très cher de passer à la gratuité pour tous. Oui, mais c'est bien. Est-ce que c'est pas une bonne chose pour les usagers ? mais quels sont les usagers qui vont en profiter ? Puisque déjà les scolaires et le troisième âge ça peut être des gens déjà comme vous et moi qui en profitent finalement. Oui, mais vous et moi, vous n'en avez pas besoin. Enfin, moi, j'aime bien prendre le bus. Oui, mais vous pouvez payer votre ticket de bus. C'est pas la peine d'augmenter les impôts pour que vous ayez la gratuité. Alors du coup, j'en arrive à ma question d'après, c'est qu'est-ce que ça coûte du coup ? Parce que la gratuité n'est pas gratuite complètement, alors qu'est-ce que ça entraîne finalement ? Si vous voulez, il y a trois modes de contribution du transport public. Il y a l'usager qui paye son billet. On disait qu'en Ile-de-France, il paye à peu près 25% des recettes d'Île-de-France Mobilité. Après, il y a le contribuable. Et puis, il y a le fameux versement transport, qui est une taxe qui a une trentaine d'années et qui est prélevée avec un taux variable entre 0,3 et 2,7% sur les salaires de toutes les entreprises, y compris des administrations. Il n'y a pas que les entreprises privées qui payent, il y a aussi les hôpitaux, les mairies, les collectivités, etc. Donc, si vous faites la gratuité, il faut augmenter un des trois. Alors soit c'est pas l'usager, puisqu'on décide que ce sera gratuit pour lui, ça peut être le contribuable. Madame Pécresse a dit, si on le fait en Ile-de-France, ce sera 500 € d'impôts en plus pour tous les contribuables et 900 pour ceux qui sont vraiment gros contribuables, voilà. Bon, ça fait quand même réfléchir. Et puis on peut augmenter le versement transport, ce qui a été fait à Niort et à Dunkerque. C'est quoi le versement transport ? C'est la taxe sur les salaires qui est versée par toutes les entreprises et les employeurs. Donc ça, c'est indolore, puisque les employeurs, ils sont pas électeurs, les entreprises ne sont pas électeurs. Mais il faut être vigilant à deux choses. C'est que, si vous voulez, les élus qui font la gratuité ne maîtrisent pas la législation sur le versement transport. Jusqu'à présent, il est prélevé à partir de 11 salariés. L'année dernière, c'était à partir de 9 salariés. Donc demain, ça peut être à partir de 30 salariés. Il y a eu quelques amendements parlementaires il n'y a pas très longtemps au Parlement pour augmenter le seuil. Donc les élus n'ont pas la maîtrise du versement transport. Il peut très bien évoluer. Et s'il faut un jour réduire les taxes sur la production, ce qu'on dit... Pour vous, l'équation, en fait, elle ne marche pas. Donc ça met de la fragilité. Et puis moi, en tant qu'usager, je dis que chaque fois qu'on a eu des réseaux gratuits, et parfois on met la gratuité et les gens se précipitent dans le bus et ils commencent par rouspéter parce qu'ils sont trop tassés. S'ils sont plus de 3 ou 4 au mètre carré, ça commence à faire beaucoup. Et à ce moment-là, on nous dit, mais de quoi vous vous plaignez, c'est gratuit. Alors on ne peut plus exiger de la qualité de service au motif que c'est gratuit. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est ça ? Et en France, en Ile-de-France en particulier, les gens sont plus attachés à améliorer la qualité de l'offre et la qualité de service qu'à bénéficier de gratuité.
La première priorité que Pensez demandent que c'est les ça, la priorité Franciliens, c'est avoir des transports fiables plus que qui fonctionnent. plus que le porte-monnaie. Ils sont horripilés quand ils ne peuvent pas prendre les transports parce qu'il y a des grèves ou parce qu'il y a des pannes. C'est irritant. L'incertain est plus irritant encore que le porte-monnaie. Jean-Pierre Orfeuille, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je soutiens complètement. Bon, alors, à partir d'exemples historiques, celui que je cite dans l'article que vous avez peut-être vu, c'était l'instauration de la gratuité pour les étudiants aux Pays-Bas. Bon, on a instauré la gratuité, on ne s'est pas donné les moyens d'avoir, je dirais, un développement de l'offre. Les étudiants ont envahi les trains et les actifs qui supportaient plus une présence à la fois peut-être un peu bruyante, un peu remuante et en même temps très, très nombreuse, sont repartis sur leur voiture. Donc, quel a été l'effet de la gratuité pour les étudiants? Ça a été de remettre des actifs sur la voiture. Et je vais maintenant évoquer des études qui ont été faites dans le système d'Île-de-France lui-même, où il y a eu ce qu'on appelle des enquêtes de préférence déclarées, je vous passe les détails, et où on demande aux gens, au fond, et de façon un peu indirecte, on leur demande est-ce que vous allez attendre le métro suivant en espérant qu'il soit moins bondé? Alors ça veut dire qu'ils perdent 3 minutes pour attendre, on convertit tout ça, et on s'aperçoit qu'ils seraient prêts à payer à peu près 2 fois le prix actuel pour avoir quelque chose de confortable. Je parle à l'heure de pointe, bien entendu, c'est pas à l'heure creuse que le problème se pose. Mais ça veut dire qu'on n'est même pas en phase avec les vraies attentes des usagers. Et moi, je vais simplement évoquer un point dont je suis choqué qu'il ne soit jamais évoqué. Mais franchement, si vous êtes une femme enceinte de 6 mois, est-ce que vous avez envie d'aller à la Défense dans le RER A à 8h30 le matin? Mais si j'ai pas le choix? Mais si vous n'avez pas le choix, d'accord, vous le faites, mais il ne faut pas me dire que vous en êtes extraordinairement satisfaite. Vous préféreriez, à la limite, payer un peu plus et avoir un service de qualité. Et pouvoir être assise, par exemple. Bon, j'espère qu'il y a encore des gens qui laissent leur place assise, mais c'est pas aussi évident que ça. Et donc, cette histoire-là, il y a une chose qu'elle ne raconte pas, qui est le risque de dégrader les conditions de confort dans les transports publics et de les dégrader non pas en faisant venir énormément de monde de la voiture, mais en faisant, par exemple, que tiens, je suis piéton, j'allais faire un trajet à pied, je vois le bus qui passe, j'essaye de monter et je pousse les gens, ou j'avais l'habitude de faire du vélo, là, je rentre. Je crois que le grand intérêt de la gratuité, c'est au fond le passage. C'est ce que vous avez décrit en introduction, c'est je vais même plus me soucier d'avoir un ticket. C'est pas des histoires d'euros, c'est des histoires de vie pratique. Et cette vie pratique-là, elle va pouvoir être organisée avec la télébillettique. La télébillettique, c'est des billets sur le smartphone, par exemple. Par exemple. Nouvelles applications. Des choses où on paye sans s'en rendre compte, pratiquement. Et là, vous pouvez quand même à la fois percevoir une redevance de la part de l'usager, ce qui est quand même ce qu'on attend. On peut tous rêver d'avoir le cinéma gratuit ou l'opéra gratuit, mais bon, l'opéra gratuit, c'est dur avec des opéras qui ont 3000 places. Donc voilà. Et ça, on pourra avoir à la fois le signal prix et le côté pratique de la gratuité. Est-ce qu'il y a un souci d'image aussi pour les réseaux de transport public des villes derrière cette gratuité? Est-ce que ça empiéterait peut-être sur leur image? Vous pensez que ça n'a rien à voir? Non, moi je pense que, honnêtement, ça n'a rien à voir. Il y a des images de grands élus. Bon, j'en dis pas plus, mais je pense que pas plus la RATP que Keolis ou Transdev ne sont des fans de la gratuité.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, nos gazos? Ce n'est pas les opérateurs qui font le service public. Le service public, de par la loi, il est défini et organisé par les collectivités, en Ile-de-France, par les DEF Mobilité, ou par les syndicats de communes, ou par les métropoles. Donc c'est quand même les élus qui définissent la politique de tarification. Ce n'est pas les entreprises qui fixent les tarifs. Donc la politique d'image, elle est quand même davantage pour une collectivité. C'est elle qui... et moi, j'observe que, je veux dire, l'image des collectivités, elle est bonne quand ils offrent un bon service. Parce que ça permet à tout le monde de trouver un bus pour aller à son travail. On parle toujours de plein emploi, enfin de réduire le chômage, mais quand on sait qu'il y a pas loin d'une personne sur 3 qui rencontre des difficultés pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de voiture ou pas de transport en commun, ça interroge. Donc il faut vraiment mailler les réseaux de transport. J'observe que les entreprises, on voit ça avec le Brexit, mais les entreprises choisissent les pays où il y a des bons réseaux de transport en commun pour s'implanter. Parce que c'est pour eux et pour les familles de leurs salariés, c'est un atout. Donc ils regardent ça. Les gens, quand ils achètent un appartement, ils regardent aussi s'il y a une desserte en transport en commun. Ils ne regardent pas simplement si la route est goudronnée. Donc oui, il y a un effet d'image très important et c'est difficile de s'en passer. Quand même. Mais est-ce que vous... Pardon, allez-y Jean-Pierre. Non, c'était juste une nuance. Mais si vous voulez, si vous êtes dans un métro bondé, ou qui n'arrive pas à l'heure parce qu'il y a eu trop de monde dans le métro précédent, c'est vrai que spontanément, vous allez plutôt vous en prendre à la RATP qu'à l'autorité organisatrice que vous ne connaissez pas beaucoup. Et donc le réseau, il a quand même un petit intérêt à proposer une qualité de service qui puisse tenir. Mais est-ce que vous comprenez quand même le droit des usagers de revendiquer un déplacement libre et gratuit? Vous le comprenez quand même? La mobilité est un droit, c'est inscrit dans le Code des transports. Mais le droit à la mobilité, c'est pas forcément le droit à la gratuité pour tous. C'est le droit à une mobilité, à une offre de qualité de service, à faire que partout en France, il y ait des collectivités qui soient responsables d'organiser le service public, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Dans les métropoles, c'est organisé. Quand il y a des syndicats de communes, c'est organisé. Au niveau des régions, c'est une compétence attribuée. Mais il y a encore plein de territoires qui n'ont pas d'autorité organisatrice de transport et qui ont droit à un service de transport. Je pense aux zones rurales ou aux zones périphériques. Donc la mobilité est un droit. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que tout le monde puisse se déplacer, quelles que soient les catégories de gens, qu'ils soient handicapés ou qu'ils soient peu favorisés parce qu'ils sont sans emploi. Mais après, il faut adapter les choses pour que ce soit compatible avec un service de qualité. Et on ne fait pas... Avec le changement climatique, on ne fera pas de transport public sans investir. Donc si on n'a pas des capacités financières qui permettent d'investir, on va paupériser le transport public. Et donc on appauvrira le service public. Alors ça va peut-être être lié avec ma dernière question. Oui, heureusement que c'est la dernière parce que j'arrive plus à parler. Qui va faire office un petit peu de conclusion. J'aimerais bien ouvrir sur les nouvelles technologies et savoir est-ce qu'il y a une opportunité derrière ces nouvelles technologies? Comprenez, je ne sais pas, l'autonomisation justement des véhicules qui du coup nécessiteront peut-être moins d'investissement puisqu'il n'y aura plus de conducteurs, il y aura peut-être moins d'entretien à payer. Est-ce que pour vous ça peut être considéré comme une opportunité à saisir pour cette gratuité? Moi ce que je crois c'est qu'il y aura les nouveaux modes arrivent, c'est évident. Donc les usagers qui étaient extrêmement captifs, il faut dire les choses, deviennent aujourd'hui des acteurs de leur mobilité. En sens, ils ne sont plus usagers parce qu'ils sont fatigués ou usagers, mais ils sont usagers parce qu'ils font usage d'eux. Ils font usage de tout ce qui leur est offert. Et donc, ils deviennent acteurs de leur propre mobilité. Et dans ce cadre-là, ce qui est très important, c'est que la collectivité organise le système de mobilité au mieux des intérêts des usagers, au mieux des intérêts des contribuables. Donc il y a une optimisation du système qui est à rechercher et une conjugaison des modes. Il faut arrêter de vouloir mettre en compétition les trains, les cars, etc. Il faut qu'au niveau régional, on ait une organisation coordonnée et complémentaire des trains, des bus, des cars Macron, du covoiturage, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des doublons, ça coûte trop cher. Mais en même temps, ça enrichit le choix pour l'usager, parce que le trajet terminal est toujours un problème, parce que le trajet du soir ou du matin reste toujours un problème. Donc la multiplicité des offres
est un atout pour l'usager. Jean-Pierre Orfeuille, vous disiez tout à l'heure que c'était plutôt au niveau des applications, peut-être de billets pour les transports, que ça allait se jouer, ces nouvelles technologies. Au niveau des applications, je crois que très simplement, on peut, grosso modo, organiser les choses de manière que le paiement ne soit plus quelque chose de compliqué. Et c'est la simplicité, c'est la fluidité du paiement. Et l'information voyageur. Et l'information voyageur. Mais alors, je rebondis là-dessus, sur l'information voyageur. Bon, un réseau qui va avoir moins de ressources parce qu'on instaure la gratuité, sur quoi il va commencer à économiser? Peut-être sur l'information voyageur. Bon, et là, on disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont, je dirais, handicapés cognitivement, qui ne savent pas très bien quel bus il faut prendre et compagnie. Bon, ils seront encore plus largués. Donc, moi, je suis quand même frappé de cette obsession de la gratuité. Alors, déjà, il faudrait dire gratuité pour les usagers, parce que gratuité, ça ne veut pas dire coût nul. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui payent. Bon. C'est quand même une nuance importante. Mais d'autre part, vous regardez la société telle qu'elle est, tout le monde s'est mis à avoir un téléphone portable dont personne ne ressentait le besoin il y a 30 ans. C'est un prix qui est, allez, je veux dire, la moitié du pass Navigo. Alors, avant, on ne disait pas, on vous empêche de téléphoner, vous n'avez pas le droit vous avez parlé du droit à la mobilité. Oui, on a le droit à la mobilité, comme on a le droit à plein de trucs. Simplement, quand ça coûte quelque chose, on le paye à celui qui le fournit. Bon, voilà. Pas plus compliqué que ça. Mais du coup, les nouvelles technologies rapportées aux nouveaux véhicules qui pourraient naître, pour vous, c'est pas quelque chose qui va pouvoir non, mais c'est quelque chose qui peut... je dirais, par exemple, si on parle du véhicule autonome, puisqu'on est au salon de l'auto ici et qu'on en parle beaucoup, bon, s'il voit le jour un jour, de fait, des navettes autonomes en milieu semi-périurbain, où là, un chauffeur, objectivement, ça coûte cher pour le peu de gens qui transportent. Bon, très bien, on est content. Mais enfin, qu'on m'explique que ce qui actuellement... on a quand même des nouveaux services qui s'appellent Uber, Lyft et compagnie. Bon, par qui ils sont utilisés? Soit par des jeunes, soit par des gens très aisés. Ils coûtent à peu près 10 fois le coût des transports publics. Bon, quand ils seront autonomes, ils coûteront peut-être 3 fois. Mais par quel mystère une voiture où je suis tout seul dedans et qui me conduit avec un système extraordinairement compliqué coûterait moins cher qu'un bus? Ça, j'ai quand même du mal à avaler. C'est sur cette phrase que va se terminer cette émission et ce voyage en mobilité. Merci beaucoup Jean-Pierre Orfeuille d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ingénieur, professeur émérite d'aménagement à l'Institut d'urbanisme de Paris, spécialiste des mobilités urbaines. Merci également à Bruno Guezot, président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et je ne peux pas vous quitter sans vous répéter une nouvelle fois que Voyage en mobilité est à retrouver en intégralité sur le site mondial-paris.audio, mais également en podcast sur iTunes, SoundCloud et toutes vos applications préférées. Nous sommes aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un prochain voyage.